Honorable M. Malamou, bonjour et bienvenue dans cette tranche. Bonjour M. John. Merci pareillement. Voilà, vous êtes ici à Bujimaï. Je crois que c'est pour la toute première fois. Vous avez déjà visité. Non, il y a déjà visité. Alors quel est le motif pour cette arrivée? Bon, c'est vrai que c'est une visite privée. Et aussi une visite de sécurité. Vous savez qu'à un certain moment, le Grand Kassai est devenu la capitale du Congo, avec la présence du chef de l'État, de son cabinet, certains ministres. Et parmi ces ministres, il y a aussi mon président national du parti, j'ai cité l'honorable José Kanda. J'ai aussi profité pour venir visiter pour la municipalité. Et comment vous avez trouvé la ville? Donc c'est une ville existante. Hein? Je sais que dans l'avion, j'ai vu un paradis parce qu'il y a une faune riche. Mais quand j'ai atterri, j'ai compris qu'il nous faut un débat, il nous faut moderniser cette ville et il nous faut la reconstruire. Ok, vous avez parlé de l'autorité morale de votre parti, son excellence José Banda Kabaron. Alors le parti c'est Congo Espoir. Comment va ce parti Congo Espoir? Aujourd'hui, Congo Espoir est cette partie qui évolue très bien. Congo Espoir est cette partie, comme je l'ai dit, permettez-moi la tautologie, qui porte encore espoir parce que les adhésions se font chaque jour et partout. Et nous sommes assis politiquement et nous maintenons le cap de soutenir le président Fachi pendant son mandat et nous le faisons avec foi et conscience. Ok, vous êtes député national. Dites-nous d'abord comment ça se passe ces derniers temps ici à l'Assemblée nationale. Est-ce que le climat est vraiment très bon? Je pense que l'Assemblée nationale, par rapport à ses attributions et ce que nous faisons, nous pouvons aujourd'hui dire que ça va. Pourquoi? Parce que c'est maintenant, sous le label, sous le régime, sous la coalition de l'Union sacrée, que vous voyez quand même des ministres défiler. C'est sous cette coalition de l'Union sacrée qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler de la maximisation des recettes. J'espère que vous avez suivi dans le discours du chef de l'État au Congrès qu'il y a eu 2 milliards de dollars que nous avions maximisés suite à la pression au contrôle de nos autorités budgétaires. Et tertio, c'est aussi cette Assemblée nationale qui veut qu'on aille aux élections. Voilà pourquoi nous avions donné le kit complet, pour ne pas dire les membres de la CENI. Bref, nous sommes fiers de ce que nous faisons et nous espérons que si ça évolue comme ça, nous parlerons d'un Congo développé. Alors par rapport à la question qui fait aussi couler beaucoup d'encre et des salives toujours à l'Assemblée nationale, la question de l'état de siège à l'Est, honorable Nanou. Quel est votre point de vue par rapport à cet état de siège que vous faites que renouveler chaque fois, donc après 15 jours, mais vous faites cet exercice sans les élus de ces 2 provinces concernées par l'état de siège? Écoutez, je pense que par rapport à la caricature de la nation, on ne peut pas dire la caricature de la République, c'est le chef de l'État qui est le garant. Et le chef de l'État, c'est lui qui gère le corps humain, par exemple. Et quand un corps humain est malade, pour ne pas dire le doigt est malade, c'est tout un corps qui est malade. Pour le chef de l'État, l'Est, le Nord, le Centre l'appartient. Et il ne réfléchit et il ne reculera jamais s'il s'agit de paix. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est connu de tous que l'Est n'est pas en paix. C'est connu de tous que les tueries se font chaque jour. C'est connu de tous que le sang coule à l'Est. Et moi je pense que l'état de siège, la décision prise par les chefs de l'État, cautionnée par les 2 chambres de l'Assemblée, les 2 chambres du Parlement, moi je pense que les salvatrices. Alors d'ici 2023, les élections, quelles sont les chances que vous donnez au président Fachi? Bon, écoutez, donner les chances tout en étant en plein mandat, je pense que c'est aberrant pour moi. Moi, la chance que je donne au président Fachi pour le moment, c'est qu'il réussisse d'abord son mandat. Nous travaillons pour que le président réussisse. Nous travaillons pour que le président puisse avoir un bilan. Nous travaillons pour que le président puisse avoir un discours en 2023 s'il le veut. Alors parlons de votre base à Kipushi. Comment vous faites pour rendre visite à votre base de réalisation sur le terrain? Parlez-nous quand même de ce que vous faites sur le terrain. Écoutez, en réalité, réfléchissons réellement comme des citoyens. Un député ne construit pas. Un député, il est mandaté par cette population pour amener le désir. Tout est exécuté.
par le gouverneur ou l'exécutif au niveau provincial. C'est ça la Constitution, c'est ça le droit. Mais nous ne sommes pas devenus hommes sociaux en politique. Nous ne sommes pas devenus un humain de proximité en politique. Donc moi personnellement, dans mon territoire de Kibushi, je suis reconnu comme eux-mêmes appellent le chouchou de Kibushi, le Mwana Wensu. Ça signifie que nous allons même au-delà des limites parlementaires. Par là, j'explique que j'ai cette politique de proximité, j'ai cette politique sociale, j'ai cette politique d'estime, j'ai cette politique d'écoute et j'ai cette politique de restitution. C'est comme ça que moi je vis. Nous évaluons, nous traitons, nous donnons des solutions au niveau local directement et nous donnons des solutions au territoire indirectement. Par les voies parlementaires, par la pression parlementaire. J'espère que dernièrement vous avez suivi la pression que j'ai eu à faire sur le gouverneur de province en tant qu'élu. Moi je pense que c'est ça le rôle d'un député, c'est ça le travail d'un député, de faire tenir l'exécutif dans les documents du développement, et ça a été aussi confirmé et martelé par le chef de l'État à la conférence des gouverneurs où il a parlé d'un développement intégré, intégral et équitable. Alors comment ça peut se justifier que le président de la République, quand il passe dans certaines provinces, la population crie sur les députés. Donc quand il veut donner la parole à la population, donc la population n'est pas pour les députés. Donc c'est comme si vous ne faites pas réellement votre travail. La population a trouvé que vous êtes parti outre. C'est vrai que pendant la campagne, tout homme politique fait des promesses. Mais il revient aussi à la population de comprendre que toutes les promesses faites pendant la campagne par un député candidat qui deviendra peut-être à la longue député élu, il sera exécuté que par la volonté et le respect des libertés constitutionnelles et budgétaires de l'exécutif. Aujourd'hui, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, la seule lacune que nous avons, c'est le non-respect des libellés budgétaires. Le non-respect des libellés budgétaires. Si je vous montre ce que nous décidons, nous, en tant que législatifs, à l'Assemblée nationale, si je vous montre ce que vos députés provinciaux décident, votent au niveau provincial pour qu'ils soient exécutés, mais je vous dis que le développement sera rapide, durable et visible. Mais malheureusement, nous avons des exécutifs qui vont toujours au-delà, qui ne respectent pas les libellés budgétaires, et ça revient à l'élu. Parce qu'un exécutif au niveau provincial, un exécutif au niveau national, le plus souvent, ce sont des non-élus, la majorité. Et le plus souvent, ce sont des personnes bureaucrates. Mais les personnes qui vivent au quotidien avec les citoyens, qui vivent au quotidien avec la population, c'est nous les élus. Parce que nous portons leur mandat. Parce que nous vivons avec eux. Parce que nous savons qu'eux ont fait de nous ce que nous sommes. Parce que nous savons que cette population-là, elle peut décider ou nous censurer. Bref, il nous faut une loi qui doit normalement être claire par rapport au non-respect des libellés budgétaires. Si cette loi n'existe pas, nous aurons des ministres qui viendront avec une loi budgétaire votée par les députés, décidée par les députés, non exécutée par nous, et il en sortira guerrier. Donc il nous faut aujourd'hui réfléchir sur une loi qui obligera tout exécutif, quand je parle de l'exécutif, je parle du Premier ministre, quand je parle de l'exécutif, je parle du gouverneur, de respecter scrupuleusement le libellé budgétaire. Bref, moi je pense que c'est ça le débat. Honorable député national, nous vous disons merci d'être passé et donc on se magazine Entretien. Ok, c'est à moi de vous remercier. Permettez-moi aujourd'hui aussi, par votre voix, de présenter les vœux le meilleur à cette population hospitalière. Je suis dans la ville, ça fait plus de 48 heures. J'ai vécu avec cette population, je l'ai écouté, j'ai vu ce que cette population attend du gouvernement. J'ai vu comment vit cette population. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Grand Kasaï est un paradis. Mais il nous revient de réfléchir autrement. Moi, je le dis, Mbujimaï, à l'instar de Kibushi, mon territoire, nous devons apprendre aujourd'hui à réfléchir, à vivre, à nous développer sans les mines. Parce que Kibushi a une mine qui vient bientôt à peine d'avoir 15 ans non exploitée. Ici en Mbujimaï, je pense que c'est plus de 30 ans que la Méba n'est pas exploitée. Mais nous devons vivre, nous devons exister.
Aujourd'hui, il revient aux intellectuels, il revient à la jeunesse, il revient à l'État de comprendre, de créer des concertations pour avoir un manifeste du développement qui peut ramener, qui peut nous pousser à développer nos provinces sans les mots. C'est vrai qu'en Mbuji-Mayi, par exemple, il faut un État responsable. Et l'État responsable ici, c'est cet État qui doit d'abord, donner les infrastructures adéquates. Quand je parle des infrastructures adéquates, je parle de désenclaver d'abord Mbuji-Mayi. Quand je parle de désenclaver Mbuji-Mayi, c'est une façon indirecte de donner de l'emploi. Parce que si vous avez le projet de faire des routes en terre battue, si vous avez le projet de désenclaver Mbuji-Mayi, vous donnerez directement aussi de l'emploi aux jeunes parce que ça sera un système IMO qu'on appelle la haute intensité de la main-d'œuvre qui donnera d'abord de l'emploi aux jeunes par rapport à cet emploi qui sera donné. De deux, il faut donner de l'énergie ici. Et aujourd'hui, quand je parle de l'énergie, je ne réfléchis pas d'une façon archaïque pour vous dire qu'il faut seulement des barrages. Aujourd'hui, nous pouvons avoir de l'énergie par voie de la biomasse. J'ai vu beaucoup de déchets ici qui peuvent être retraités pour donner de l'énergie. J'ai vu dans l'avion qu'on a encore des espaces ici où nous pouvons faire du photovoltaïque. Donc, placer des panneaux, créer des centrales photovoltaïques, donner du courant. Parce que ce courant que nous donnerons, ce n'est pas un courant de la modernisation, ce n'est pas un courant de l'aménagement, mais c'est un courant de la production. Nous aurons un courant qui va nous permettre d'avoir de l'autosuffisance pour nos affaires privées. Nous aurons un courant qui va valoriser l'agriculture parce que sans la production des produits agricoles, nous serons toujours dans un cercle vicieux. Sans le courant, nous ne savons pas créer une zone économique ici. Sans le courant, nous ne savons pas booster l'industrie. Et sans l'énergie, nous ne savons pas maximiser les recettes. Bref, il nous faut un État responsable. Moi, je pense que si j'ai la chance de croiser les députés du coin, nous devons avoir d'abord un débat sur les responsabilités prioritaires, urgentes de l'État qui sont entre autres désenclaver Mbuji-Mayi, donner de l'énergie. Si ces deux paliers sont résolus à l'immédiat, je pense que le développement sera transversal, le développement sera visible et le développement ira d'un secteur à un autre. Parce que moi j'ai dit toujours, et que ce soit pendant l'exploitation de nos mines, nous devons toujours réfléchir après mine. Et que ce soit après les mines, nous devons toujours réfléchir les conséquences. C'est pourquoi je conseille à Kipushi, je conseille à Mbuji-Mayi de réfléchir déjà au développement sans mine. Je pense que c'est ça ma contribution. Voilà, merci. C'était l'honorable député national élu de Kipushi, l'honorable Memda Namou. Je crois qu'il nous a fait vraiment une lecture vraiment très complète par rapport à la situation politique de l'heure dans notre pays, la République démocratique du Congo. Entretien, ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'entretien. La réalisation assurée toujours par RFI Katumbaï. Moi je suis John, je vous retrouve très prochainement.